Welcome back sur le podcast, j'espère que vous allez bien. On est en chemin pour devenir psychologue. Et du coup, je vous raconte un petit peu tout ça avec cette série, bien sûr. N'hésitez pas à la partager à des gens qui commenceraient la fac ou qui sont déjà à la fac de psycho et notamment à l'IED. Et du coup, je vais faire un épisode un peu particulier, j'ai jamais fait, c'est un peu le question-réponse. Évidemment, je viendrai agrémenter d'autres choses. Mais vu que je recevais quelques questions, je me suis dit, allez, pourquoi pas faire un petit question-réponse. On va essayer de faire un truc pas trop long. Je vais essayer de reprendre des questions que j'ai eues et que j'ai eues d'autres personnes et moi-même, un peu dans l'ordre, on va dire, chronologique. Et voilà, j'essaierai de finir aussi avec quelques conseils que j'ai appris en ces 2 ans magnifiques. Voilà, si vous êtes prêts, commençons avec la première question, très très simple. Comment as-tu fait pour être admis? Sous-entendu, à la fac de Paris 8, à l'IED. Et pour être admis, j'ai tout simplement fait un dossier avec, je sais plus, il y avait CV, lettre de motivation, des informations sur vous, sur votre parcours d'études, voilà, et quelques infos, tout ça. Et pour être admis, du coup, j'ai postulé le jour des candidatures, à l'heure précise, j'ai lancé mon dossier, j'avais préparé un petit peu tous les documents pour que voilà, ça soit pas problématique. Parce qu'il y a une taille à respecter des fichiers. Ah, attention, ça peut vous retarder dans le dépôt. Et je crois que moi j'avais eu un petit problème d'un fichier qui fonctionnait pas, du coup ça m'a retardé peut-être de 1 ou 2 minutes, mais attention, très important. Quand je vous dis il faut postuler à l'heure, c'est qu'en gros il faut postuler à l'heure. Moi j'ai dû poster, je sais pas, peut-être 10 minutes, ça devait être 10 heures, et j'ai posté ça à 10h10, et moi c'est passé. Mais ça se joue à vraiment pas grand-chose. Et apparemment quand j'ai postulé en 2022, des informations que j'ai eues, il y avait à peu près 11 000 demandes, candidatures, pour à peu près 800 personnes entrées en formation. J'ai pas la validation de ces chiffres, mais j'ai entendu plusieurs personnes dire ces chiffres-là. Donc voilà, pour vous donner un petit ordre d'idée. Après, dans tout ce qui est inscription, c'est quoi les questions que moi je me posais? Si, il y a la première question, c'est quand est-ce que je vais recevoir mes résultats? Je crois que j'ai postulé et 3 semaines ou peut-être un mois après, j'ai eu le résultat de vous êtes. Je crois que j'ai été admis directement. Et donc ça vous dit est-ce que vous êtes admis ou est-ce que vous êtes sur liste d'attente. Et oui, je crois que j'ai été admis directement. Là, c'était incroyable. Je me suis dit, ça y est, let's go. Et pour vous partager ça, j'ai eu un grand sentiment de joie et d'appréhension en même temps de ouah, mais c'est trop bien, je suis admis quand même à pareil à l'IED. Apparemment, c'est dur d'y rentrer. Et en même temps, je me disais, comment je vais faire? Voilà, j'ai vraiment ce mélange 50-50 de joie et un peu de peur, quoi. Donc voilà pour la phase de candidature. Après, c'est comment on rentre en formation. Alors, il y a une date de rentrée où, entre-temps, vous avez accès si vous avez de la chance, vous avez accès à votre espace de formation qui est vierge. Et en gros, il y a une réunion de pré-rentrée, c'est une réunion Zoom, où en fait, c'est la fac qui vous présente ce qui va se passer, qui vous fait embarquer dans cette merveilleuse aventure. Ça doit être 1 heure ou 2 heures, on vous explique plein de choses. Évidemment, vous êtes assommé de questions. Et voilà, après, vous commencez à avoir accès aux cours, etc. Deuxième chose, je ne sais plus exactement quand je suis rentré là-dedans, mais il y a un Discord qui existe d'étudiants. Alors, je ne sais plus vraiment comment je suis rentré dedans, mais c'est un peu le Discord officiel. Alors, il n'appartient pas à la fac, mais c'est un peu le Discord des étudiants de Paris IED. Et en gros, ce Discord, d'ailleurs, merci à ceux qui gèrent ce Discord, vous êtes incroyables. C'est un Discord où vous rentrez dessus, il faut montrer patte blanche en mode voici mon attestation, je suis bien inscrit à la fac. Et en gros, vous avez accès déjà à tous les autres étudiants qui sont connectés. Donc vous pouvez parler entre vous, vous poser des questions. Et il y a surtout plein de canaux, si vous voyez comment c'est fait Discord. Genre là, il y a le semestre 1, ça va être la matière 1, la matière 2, la matière 3. Il y a chaque canal, enfin un canal par matière. Et du coup, là-dedans, on peut se poser des questions, on peut se partager des fichiers. Alors évidemment, on ne partage pas les cours de la fac, parce qu'il y a des droits d'auteur, etc. On peut pas les faire transiter n'importe où. Par contre, on se partage tout ce qui est nos fiches qu'on a créées. Je sais pas, des mind maps, des vidéos YouTube qui peuvent être utiles. Enfin bref, tout ça est très 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 utile et je vous encourage fortement à vous inscrire là-dessus. Je pense que c'est vraiment nécessaire. Et bien sûr, ça participe au soutien de la motivation. On y reviendra.
Donc inscription, ok. Arrivé à la fac, ok. Donc la plateforme qu'on va utiliser, ça s'appelle Moodle. C'est là où il y a en fait il y a tous les cours. Et en gros, au début de l'année, pour le semestre, les profs postent leurs cours, éventuellement des exercices, éventuellement d'autres choses, mais souvent c'est un cours PDF avec quelques indications de qu'est-ce qui va se passer. Si c'est bien fait, le prof il va vous dire bah l'examen, en gros ça va être cette forme-là. En fait, ça dépend vraiment du prof. Et comme dans toutes les facs, où vous voulez, ça dépend du prof. Est-ce qu'il va bien vous présenter le truc ou alors il va vous balancer un pauvre PDF en disant rendez-vous je sais pas, le 9 janvier et démerde-toi mon con. À l'IED, je dirais qu'il y a un mix un peu des deux. Soit c'est hyper carré, et là vous pouvez dire ok, il y a un vrai parcours d'apprentissage pour la matière, ou alors c'est juste un PDF et il vous dit bon voilà, il vous donne d'autres indications, il vous dit salut. Donc il y a vraiment les deux qui s'affrontent, je trouve. Mais ça, je pense que c'est partout. Et c'est là, encore une fois, où le Discord est très important, parce qu'il va vous permettre de parler à d'autres étudiants, de dire, bah, toi, t'as compris quoi, machin truc. Et entre étudiants, ça permet de comprendre, alors soit les attendus du prof, parce qu'on a eu accès aux étudiants de l'année précédente. Hyper utile, encore une fois, je ne le répéterai jamais assez, ce Discord, c'est le truc qui fait réussir, je pense. Et si jamais vous êtes dans une autre fac, etc., et que ce genre de choses n'existe pas, créez-le. Vraiment, créez un Discord avec les étudiants et vous allez voir, c'est hyper, hyper utile. Donc voilà pour les cours. En gros, les cours, c'est ça, hein. On vous donne les cours au début. Alors des fois, il y a des profs un peu en retard, tout ça. Mais en gros, on vous donne les cours et en gros, on vous dit démerdez-vous. On a examen le 9 janvier où on a le rendu devoir le temps et débrouillez-vous. Donc en gros, par semestre, il y a 10 matières. C'est à peu près c'est pas moite-moite, mais il y a à peu près 6 examens, 4 devoirs. Bon, c'est à peu près ce qu'on retrouve à chaque fois. Donc ça, c'est pour ce qu'il y a dedans. Certaines fois, vous avez des cours un peu avec des EC libres, donc des cours libres. Vous avez un choix. Enfin, vous devez choisir une matière, mais vous avez un choix dans plusieurs matières. Donc voilà ce que je peux vous dire là-dessus. Sur le temps passé, en gros, comme partout, on va vous dire, ah bah voilà, ce cours-là, par exemple, psychologie sociale, c'est 36 heures, ergonomie 36 heures, système nerveux et fonctions sensorielles 15 heures. On vous donne des estimations qui sont dans le programme. Et je trouve que, pour moi, que ça donne une indication pas trop mal. Ça dépend des cours, mais souvent, ça donne une estimation. Et par exemple, si je vous prends le semestre 3 de la deuxième année, c'est estimé à 297 heures. Et apparemment, j'ai passé 175 heures. Et par contre, le semestre 4, qui est estimé à 246 heures, j'ai passé 242 heures. Donc voilà, je trouve que ça donne une idée, ça donne une direction. Et pour vous donner vraiment l'idée générale, moi, Jérôme, je passe à peu près 10 heures par semaine sur la psycho. Donc 10 heures effectives où je bosse là-dessus. Voilà, ça vous donne un ordre d'idée. Donc ça, c'est le temps un peu général. Après, comment ça s'organise chaque semaine? Alors moi, j'essaye, ça a un peu évolué, mais au début, je crois, je faisais à peu près, donc je fais toujours à peu près 10 heures par semaine, plus ou moins. Mais en gros, je fais une demi-heure par jour minimum, voire 1 heure. Et après, bah, le week-end, souvent, je fais un peu plus. C'est marrant, c'était il y a 2 ans, j'ai l'impression que c'était il y a 2 siècles. Je vais vous prendre mon organisation de maintenant, c'est me dire, je fais une demi-heure tous les jours. Peu importe qu'il neige, qu'il vente. Non, je rigole, mais il y a des exceptions. Mais en gros, j'essaie vraiment de maintenir ce truc. C'est juste pour mentalement me dire, ok, j'ai fait ma psycho aujourd'hui, vas-y, tu peux passer à autre chose. T'as fait ta demi-heure, allez, ciao. J'utilise la méthode Pomodoro qui est de dire, je travaille 25 minutes, je fais 5 minutes de pause, je travaille 25 minutes, etc. Et des fois, je fais une seule session par jour. Par contre, il faut que je fasse cette session par jour. Cette CE de TE. Il faut que je fasse une session par jour pour mentalement je me dis ok, j'ai fait mon truc, un petit peu comme voilà, se brosser les dents, c'est presque ça. J'ai envie que ça devienne une habitude et je trouve que ça marche bien parce que je l'ai fait pendant toute la deuxième année sûre, même la première pas trop mal. Et évidemment il y a des exceptions et tant pis. Alors aussi il faut pas se mettre la méga pression de se dire ah putain j'ai pas fait la psycho, oui bah tant pis, t'as pas fait la psycho, c'est pas grave. Ça arrive aussi. Après, là, je vous donne évidemment mon point de vue. Il y a des personnes qui vont préférer, et selon leur organisation, parce que la vie de tout le monde est différente, mais se dire, bah, je peux travailler que le samedi matin, ou je sais pas, que tout le samedi, que le dimanche. Faites comme vous voulez.
Moi, j'ai trouvé que ça marchait bien sur moi de le faire un peu tous les jours pour apprendre un petit peu tous les jours et pas me retrouver avec des gros paquets. Moi, j'ai du mal avec ça. Voilà, encore une fois, c'est propre à chacun. Moi, ce que je fais, c'est discipline tous les jours, 30 minutes. Donc ça, c'était pour l'organisation un petit peu chaque semaine, donc une dizaine d'heures. Évidemment, en approchant des examens, ce temps augmente un petit peu. Donc ça, c'était sur le temps. D'ailleurs, en gestion du temps, bah, vu qu'on m'a posé la question, j'en profite. On m'a demandé, tu étais à temps plein lors de ta L1. Est-ce que ton employeur savait que tu reprenais des études? Et alors oui, j'étais à temps plein en semestre 1 et mon employeur le savait. Ouais, je crois que je l'avais mis au courant. En fait, ça changeait rien puisque pour le coup, enfin, votre employeur, tant que vous faites pas votre formation sur votre temps de travail, il y a rien à lui demander et que c'est pas lui qui finance et machin. Enfin là, c'est comme si je faisais, au même titre que si j'allais faire un cours de sport le soir ou de la poterie. Pour le coup, bon, il y a aucun problème de, je sais pas, de concurrence ou et cetera. Par contre, si c'est sur votre temps de travail, oui, effectivement, il va falloir qu'il soit au courant. Donc à voir avec lui. En tout cas pour moi, pas de problème. Et on m'avait demandé: «Où en es-tu aujourd'hui?» Toujours dans ton CDI, en freelance à côté, plus la psycho. Bah, aujourd'hui, je suis toujours en CDI, mais je suis passé à 50 et je vais d'ailleurs passer à 40 parce qu'à côté, je suis, freelance et surtout je deviens consultant en transition professionnelle, très prochainement. Je viens de finir la formation. Donc tout ça évidemment, je diminue mon temps de travail. Je suis parti d'un temps plein avec juste la psycho, temps plein psycho. Sauf qu'après, j'ai rajouté le freelance et un peu le côté qui arrive indépendant. Du coup, je diminue mon temps 100%, 80, 50. Je diminue pas que pour la psycho, même si c'est vachement utile, hein, mais je le diminue pour un petit peu tous les autres pans que je suis en train d'explorer. Par contre, je pense qu'avoir un 80%, je dirais pas que c'est nécessaire, mais je trouve que ça aide beaucoup, et pas forcément pour avoir plus de temps, mais un truc qu'on pense pas, c'est que ça allège le mental. L'année dernière, je me disais, ok, le vendredi, je fais ce que je veux. Je peux faire de la psycho, je fais autre chose, peu importe. Mais j'avais ce côté, je ne suis pas salarié, je ne suis plus concepteur e-learning, je peux faire ce que je veux. Et j'en profitais pour faire de la psycho, mais j'ai pas tellement beaucoup plus travaillé la psycho. C'est ça qui est assez marrant. Par contre, ça m'a vraiment allégé, comme si dans votre cerveau, il y avait plusieurs cases et que j'arrivais à libérer une case et je pouvais y mettre ce que je voulais. Après, évidemment, il faut faire attention à ce qu'on met dedans. Et justement, la personne m'a demandé qu'est-ce qui t'a motivé à passer à 80% puis 50%. Bah, voilà, c'est exactement ça. Et j'ai d'ailleurs répondu je pense que 80% suffisent pour faire la fac de psycho et 50% pour le coup, c'est pour pouvoir gérer toute mon autre vie. On m'a demandé aussi est-ce qu'il y a des travaux de. Alors, non, je vais pas commencer par la première question, c'est un peu plus sur le contenu. Par rapport au type d'examen, tout est en présentiel maintenant. Combien de temps dure un examen? Alors un examen, ça dure entre 45 minutes et 1h30. Tu as parlé de QCM et parfois de questions de réflexion. Pour celle-ci, combien de lignes, pages sont attendues? Alors effectivement, il y a des QCM aux examens, QCM ou des QRM, il y a plusieurs réponses. Et il y a des questions un peu plus générales, on va dire. Et j'ai répondu, question de réflexion, il n'y a jamais de ligne imposée à ma connaissance. J'ai jamais vu ça pour l'instant. Par contre, il faut bien que ce que tu dis soit juste. C'est ça, en fait. Tu peux écrire des tartines. En fait, ça dépend, évidemment, ça dépend des profs, des sujets. Mais j'avais écrit une tartine en neurosciences. J'ai eu 1,25. J'ai vraiment. Enfin, j'ai écrit une tartine. J'ai écrit plein de trucs, mais la prof, elle a bien vu que j'essayais de, de broder un maximum. Elle a dit non, pas possible. Donc voilà, ça c'est pour le contenu des examens. Donc les examens d'ailleurs, ils sont maintenant effectivement en présentiel. Avant, c'était en distanciel. Là, c'est en présentiel, donc il faut venir à Paris. Et ces examens, ils s'organisent. Il y a plusieurs solutions. Soit vous venez en janvier. En gros, semestre 1, vous venez en janvier. Vous faites vos examens. Semestre 2, vous venez en avril. Et la session de rattrapage, la session de seconde chance, comme ils l'appellent, c'est en juin. Janvier, avril, juin. Et en fait, vous organisez un petit peu comme vous voulez. Moi, j'ai choisi d'aller à chaque possibilité. Donc faire semestre 1, semestre 2, faire janvier, avril, juin si besoin. Ça a été le cas cette année. Mais en gros, on peut se dire, je passe tout en juin, je suis un malade, je passe tout en juin, et il n'y a pas de souci. Moi, j'ai juste un problème avec ça, c'est que
En gros, si vous allez en janvier, avril et juin, ça veut dire que vous avez un pistolet avec 2 balles dedans pour chaque matière. Alors que si vous allez que en juin, vous avez un pistolet avec une seule balle, une seule cartouche. Et si vous ratez, bah du coup c'est un peu plus chiant. Mais bon, des fois on ne peut pas se déplacer 3 fois par an à Paris, parce que voilà, c'est... Moi j'habite à Lyon, ça va, mais quand on habite en Nouvelle-Calédonie ou peu importe dans le monde, bah ça peut vite être compliqué. Ce qui me fait dire d'ailleurs que je trouve pas ça très égalitaire entre les étudiants. Et même en situation de handicap, je crois qu'il faut venir à Paris. Alors j'imagine que ça dépend des handicaps, mais il y a des sessions pour les personnes en situation de handicap. Et qui se passent, je crois, à la fac. D'ailleurs, les centres d'examen ne sont pas forcément à la fac. Moi, j'en ai fait un en janvier, un autre en avril, et en juin, c'était la fac. Donc j'ai découvert la fac 2 ans après, en fait. J'ai découvert cette fameuse fac. Alors on m'a demandé aussi, est-ce que c'est bien réparti entre devoirs à la maison et examens sur table? C'était quel type de devoirs à la maison? Il fallait les rendre à la fin du semestre ou avant? Alors j'ai dit que la date de rendu, ça dépend des devoirs. C'est souvent environ 2 semaines avant les examens. Alors c'est variable, mais ouais, on va dire que c'est une moyenne, 2 semaines avant les examens. Et si tu ne les rends pas, tu as toujours la possibilité d'en rendre un autre. Mais le sujet peut changer. Explication. En gros, vous êtes en septembre, on vous dit, voilà, il y a un devoir à rendre en janvier. Vous faites votre devoir, vous le rendez en janvier, pas de souci. Vous avez un devoir à rendre en janvier, mais vous vous dites, j'aurai pas le temps de le faire. Mais c'est pas grave, vous pouvez le passer en fait à la seconde chance, à la deuxième fois possible, à votre deuxième balle de pistolet. Désolé pour le parallèle avec les armes, mais je trouve que ça marche bien. Du coup, vous pouvez dire, ok, je le passe pas au premier semestre, je le passe au deuxième, c'est pas grave. D'ailleurs, si vous ne rendez pas votre devoir à l'heure, en temps et en heure, ce devoir ne sera jamais accepté. Donc bien le rendre à l'heure, ce qui m'a valu de recommencer un devoir. Et alors, désolé, hein, c'est un peu compliqué, mais en gros, si vous avez, encore une fois, vous avez un devoir à rendre en janvier, vous pouvez pas le rendre. Le sujet ne sera pas forcément le même à la deuxième fois, ce qui a été mon cas. Mais il y a des devoirs où c'est le même devoir, du coup, vous n'avez pas trop de problèmes. J'ai l'impression que souvent, quand même, si vous faites pas la session 1, la session 2 est un petit peu différente. Mais ça dépend des matières. Alors, personne m'a demandé aussi, pour la révision des examens sur table, comment tu t'organisais? Un jour, une matière? Point d'interrogation. J'ai dit que là, pour l'organisation, ça dépend. Je fais pas forcément un jour par matière, mais dans les grandes lignes, on pourrait dire ça. J'essaie de faire des blocs de... Je sais pas, quand je travaille 3-4 heures, j'essaie de faire... Souvent, je fais 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures max par matière. J'évite de dépasser ça quand c'est des pures révisions, examens. Même quand j'écris des devoirs, souvent j'évite de dépasser les 2 heures. Ouais, j'ai un petit peu ce truc de 2 heures, c'est pas trop mal. Après, au-dessus, je sais pas si c'est très utile, mais bon, c'est propre à chacun. M'a demandé, est-ce que tu as déjà envisagé de ne pas passer une matière lors de l'examen en janvier ou avril, mais de le faire lors du rattrapage pour mieux repartir les révisions? Alors, c'est une stratégie possible d'ailleurs, c'est une stratégie, mieux répartir ses révisions. Et moi, encore une fois, je préfère avoir mes 2 balles de pistolet pour chaque matière. Mais plus j'avance dans le temps, plus je me dis que ça peut être c'est une technique. Je comprends maintenant les gens qui utilisent cette stratégie en mode je préfère cartonner sur les 3 matières difficiles au premier semestre et en laisser de côté pour l'autre semestre. Mais forcément, ça vient rajouter quand même une certaine charge en juin. À voir. Et vous avez plus qu'une balle dans votre cartouche. Alors, je précise, je sais plus si je l'ai dit, mais en gros, les années, vous pouvez les diviser. Vous pouvez dire, la L1, je la fais en 2 ans. Je pense que ça va jusqu'à 3 ans. Je ne sais pas si on peut faire plus que 3 ans. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous pouvez par exemple diviser l'année en 2 ans. Et du coup, cette année en 2 ans, bah, vous pouvez vous dire, ok, bah, je fais que, je sais pas, que les examens du semestre 1, après j'ai pas le temps. Je fais que les examens du semestre 2, après j'ai pas le temps. Peu importe, vous pouvez faire ça, vous pouvez un petit peu mixer, je sais pas jusqu'à quelle mesure, dans quelle mesure on peut tout mixer, mais en gros, on peut faire, voilà, on peut diviser son année en plusieurs années. Et du coup, ça peut changer cette fameuse stratégie de révision. Parce que si vous avez, je sais pas, un temps plein à 100% à côté, que ça c'est, voilà, de ça vous pouvez pas, vous voulez pas changer, et vous n'avez pas le temps à côté, enfin que vous êtes ultra occupé, bah, peut-être que ça va être une technique de le faire en 2 ans.
moi, je suis parti pour l'instant sur la lignée, sur la direction. Je le fais en un an chaque année, mais on verra. Peut-être que je vous partagerai un épisode où je vous dirai, non, mais la L3, je l'ai fait en 2 ans, c'était trop chaud. On verra. On m'a aussi posé la question, as-tu déjà envisagé la possibilité que tu ne serais peut-être pas pris pour le master? Et j'ai dit, bien sûr, c'est envisagé. Je n'ai pas vraiment de réponse à ça. Pour l'instant, l'objectif, c'est de faire de mon mieux pour avoir la licence, mais c'est une grande question. Évidemment, mon objectif final, c'est d'être psychologue. Et du coup, pour être psychologue, avoir le titre de psychologue, il faut avoir un master en psychologie. Donc le but, c'est ça. Mais peut-être que je vais arriver à la fin de la licence et me dire, bon, alors soit j'arrive pas à trouver de master, ce qui a l'air d'être possible, mais on en reparlera sûrement beaucoup plus tard. Enfin, beaucoup plus tard, ça approche, hein, parce que j'arrive en L3. Mais en gros, bah, imaginons, aucun master m'accepte, bah, voilà, je ne sais pas quoi faire. Mais là, j'ai dit, l'important pour le moment, pour moi, c'est de faire pour le mieux ma licence. Et je suis pas en train de m'éclater à avoir des 20 sur 20 partout, c'est juste, je fais de mon mieux avec le temps que j'ai pour avoir la licence. Et là, mon objectif, c'est d'avoir cette licence. Et d'ailleurs, je fais un petit aparté de, si vous commencez votre L1 semestre en vous disant, waouh, mon but, c'est vraiment d'être psychologue, ne regardez pas tout le temps cet objectif du master, enfin du métier de psychologue, parce que sinon, ça va vous faire vraiment, vraiment très très peur. Enfin, très peur. Vous allez vous dire, au début, évidemment, on est ultra motivé et tout ça, mais en fait, plus ça va, plus on a moins d'énergie, etc. Et du coup, quand on regarde que cet objectif, bah, ça paraît presque inatteignable ou très 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 loin. Du coup, ce que je conseille, c'est vraiment de regarder semestre par semestre. En mode, vous faites votre semestre, vous avez un petit peu les yeux baissés. C'est un petit peu comme quand on fait une randonnée. Faut pas forcément regarder le sommet de la montagne, mais quand vous êtes fatigué, vous regardez vos pieds, vous avancez pas après pas, vous regardez les pieds, et ça fonctionne. Bah là, je fais un peu pareil. Et évidemment, j'ai cette idée de devenir psychologue, mais j'essaye de me concentrer sur un seul semestre à la fois. Bon voilà, évidemment, il y a des milliards de questions, et n'hésitez pas dans les commentaires de ce podcast à me poser d'autres questions. Il y en a sûrement plein d'autres que j'ai pas abordé, mais n'hésitez surtout pas. Je vais finir sur un petit point un peu équilibre de vie, on va appeler ça comme ça. S'il y a un truc à retenir qui est très très important, évidemment, quand on commence, on est à bloc de motivation, d'énergie, on est reposé, tout ça. Tout ça va forcément être un peu égrené par plein de choses. Des mauvaises notes, je sais pas, vous imaginez l'équilibre forcément est rompu, parce que si vous ne changez rien à votre vie, et que vous faites en plus 10 heures, 20 heures psycho par semaine, il va y avoir un souci. Soit vous ratez, soit forcément ça mange d'autres pans de votre vie. Il faut imaginer un peu votre vie comme un grand cercle. Vous découpez ça en mode, il y a un pourcentage lié à mon côté perso, un pourcentage famille, un pourcentage social, un pourcentage pro, et un pourcentage de couple éventuellement. Peu importe, mais en gros, vous avez ce camembert là, et si vous le changez pas et que vous rajoutez 10 heures de psycho, ça veut dire qu'en fait, le pro, votre domaine professionnel, il va s'agrandir, il va y avoir une part liée aux études qui prend de la place, qui va pousser les autres. Le perso, la famille, le social, etc. Et forcément, ça a un impact. Moi, c'est pour ça que j'ai choisi d'être en temps partiel, à 80%, pour justement laisser cet espace, pour augmenter cet espace. J'ai bien vu au semestre 1, j'étais à 100% salarié. J'ai réussi à avoir mon semestre. Mais sauf que je me suis rendu compte qu'après les examens de janvier, que j'étais fatigué, mais à un point assez incroyable. Mais je m'en suis rendu vraiment compte que après. Et du coup, le but, vu que c'est un marathon sur 5 ans minimum, n'oublions pas, un marathon, vous pouvez pas être en sprint constamment. Évidemment, vous sprintez un petit peu pour les révisions, les examens, tout ça. Mais globalement, il faut arriver à ne pas sprinter tout le temps, sinon on se fatigue, etc. Et si vous n'avez pas les ressources, c'est soit le temps pour vous reposer, enfin bref, si vous n'avez pas les ressources pour vous reposer, ça va pas fonctionner sur le long terme. Et évidemment, c'est facile à dire, ça fait un peu d'honneur de leçon. Moi je travaille là-dessus, mais constamment, hein, j'ai l'impression. Et s'il faut retenir un truc, c'est faut faire vachement attention. Au-delà qu'on vous dise, ouais, faut devenir un génie de la gestion du temps, bah c'est pas que ça, parce que des fois, la gestion du temps, bah vous êtes coincé en fait dans vos propres contraintes. Il va falloir trouver une porte pour augmenter du temps quelque part. Alors c'est soit abandonner une activité, soit faire autrement. Et ce qui m'amène à dire que moi, c'est le côté social, le côté famille, couple, etc., a pas trop pris. Par contre, le côté perso,
effectivement, alors je faisais déjà pas beaucoup de sport, mais là, j'en faisais plus du tout. Donc ça déjà, manger, alors déjà de base, je mange pas très bien, mais là, je pense que c'était encore pire. Du coup, augmentation du poids, tout ça. Attention, et quand on vous dit attention, c'est comment le proverbe avec, je sais plus, en entretenant sa monture, on va plus loin, bah c'est exactement ça. Et autant j'ai essayé de faire attention un peu à tous les autres trucs, à maintenir, mais en fait vous êtes en train de chercher un équilibre dans un déséquilibre, du coup, évidemment ça prend du temps, et vous n'allez pas y arriver directement. Même avec la meilleure volonté et organisation du monde, il va falloir tester, et il faut tester. Du coup, moi c'est le côté perso par exemple qui a vachement pris. Et là, mon but, un petit peu en licence 3, c'est un petit peu de revoir ça, en me disant, ok, le côté perso, c'est super important, c'est ton corps, globalement, c'est ça, hein. C'est la santé physique et la santé mentale. Parce que vous allez voir que ça aussi, la santé mentale, c'est très important, notamment quand on fait des études de psychologie. C'est assez important parce que, par exemple, le burn-out étudiant, ça existe. Enfin, le burn-out professionnel, burn-out étudiant, ça existe parce que, en fait, vous êtes tellement engagé dans quelque chose, parce que si votre rêve, c'est vraiment de devenir psychologue, et vous imaginez, vous dépensez une énergie telle et vous avez des résultats moyens, vous allez vous dire, mais putain, qu'est-ce qui se passe et tout, et vous allez remettre une couche, et c'est là où on peut partir dans de mauvaises conditions. Bref, s'il y a une autre chose à retenir, c'est faire attention à la gestion de l'énergie, de la motivation, du stress et du temps. Ouais, ça doit être ça. Énergie, motivation, stress, temps. Et vous allez voir que la motivation, je reviens juste sur le côté communauté, le Discord. Ça, c'est super soutenant. Et même si vous cherchez pas des cours, des fiches et tout, juste des fois, il y a des gens, vous voyez, qui sont aussi dans la merde. Et désolé, mais franchement, des fois, ça rassure. On se dit, ah putain, je suis pas le seul à pas avoir compris ce truc. Je suis pas le seul con, quoi. Voilà, on n'est pas seul. On a tous les mêmes questions. En fait, il n'y a jamais de questions idiotes. Et surtout au début, vous êtes perdu dans tous les trucs administratifs. Il n'y a pas de questions bêtes sur les cours. Et c'est un peu rassurant des fois de se sentir, ah, il n'y a pas que moi qui suis dans le douille. Et pareil, en fait, vu que vous avez des études à distance, en fait, au début, vous ne voyez jamais les gens. Et en plus, au début, c'était des examens en distanciel la première année, donc c'était vraiment très. Je ne connaissais pas du tout les gens. Et là, en L2, très, 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 très peu. J'ai parlé à 2, 3 personnes cette année. Enfin, je veux dire en vrai. Mais ça va vraiment, vraiment vous soutenir. Et allez, sinon, pour terminer, l'année dernière, entre la licence 1 et la licence 2, je n'ai rien fait. En plus, j'ai fini tôt parce que j'ai fini en avril, j'ai pas fait de rattrapage et j'ai repris en septembre, donc j'ai vraiment eu du temps. Bah, ça tombe bien parce que j'avais une activité de freelance à côté, en plus de mon boulot de salarié. Et du coup, là, cette année, vraiment actuellement, je passe en L3. Là, c'est pas pareil parce que là, L3, j'ai compris que c'était le moment charnière d'un petit peu tout. Que c'est l'année où il y a le stage, les projets tutorés, les candidatures au master surtout. Et je me suis dit, ok, bah, j'ai pris mon habitude de base en me disant, ok Jérôme, tu fais une demi-heure par jour, tout l'été, tu vois, pendant juillet, août, et même septembre. Et en fait, déjà avec ça, j'aurais déjà accumulé au moins 30, 40 heures de voilà, d'avoir vu les cours. Alors là, je me mets pas non plus une méga pression. Je me dis, ok, je lis les cours déjà, en mode tranquille, en mode juste, j'ai fait une première lecture, et ça m'imprègne un petit peu le cerveau, ça tourne en tâche de fond. Et après, ça veut dire qu'en septembre, je vais pas arriver en mode je découvre tout. J'aurais déjà vu un peu les notions, même si c'est pas très clair. J'aurais déjà un petit peu appris les choses. Le but, c'est vraiment d'essayer de garder au maximum le rythme, bien sûr sans se fatiguer. Et c'est là toute la difficulté. Et c'est pour ça, je pense que j'aimerais bien faire un accompagnement sur les gens qui sont en reconversion, et notamment sur des études longues. Parce qu'il y a tous ces sujets d'équilibre, équilibre vie pro-perso, enfin l'équilibre de vie, avec ce qu'on a vu, hein, couple famille sociale, pro, perso. Et en fait, ça, c'est mis, quand on est en transition, en reconversion professionnelle, ça, c'est vachement mis à mal, en fait. Parce que si vous modifiez rien, vous venez ajouter une nouvelle activité, ça fout le bordel. Et même si vous, je sais pas, vous diminuez, vous allez en temps partiel, mais en même temps, va falloir organiser ça. Enfin bref, je trouve que ce sujet est vraiment passionnant et je pense que je vais faire un accompagnement là-dessus. Voilà, idée à suivre. Voilà, bah, n'hésitez pas si vous avez des questions, je pense qu'on peut mettre des questions en commentaire, hein, sur le podcast. N'hésitez pas si vous en avez d'autres. J'essaierai d'y répondre
au mieux. Voilà, c'était alors là, on a pris un petit temps pour répondre à ces questions ou alors en tout cas ce que je ce que je ce que j'ai vécu en fait tout simplement et j'espère que évidemment cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à le partager si vous connaissez des gens qui sont soit déjà dans le dans le dur, en L1, L2, L3, voire M1, M2 ou ceux qui se disent, «OK, je suis admis à Paris 8 cette année, comment je vais faire?» Voilà, le but c'est un petit peu de désacraliser aussi tout ça parce que moi quand je suis arrivé avec mon petit sac à dos où personne ne m'avait rien dit, je me suis dit: «Ouh là, qu'est-ce que je pense que j'aurais bien aimé avoir ce genre, d'épisode pour un petit peu m'accompagner. Donc voilà, n'hésitez pas surtout à le partager. Et voilà, c'est déjà terminé. Je vous donne donc rendez-vous au prochain épisode. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.